Merci, bonjour à tous. Je remercie le Génopôle Amgen pour cette invitation. Je regrette évidemment, comme vous tous, l'absence de Pierre, qui j'espère reviendra vite. Cette invitation me donne l'opportunité de présenter effectivement ici le contexte et les grands axes de la mission confiée par le Premier ministre à Avizan en avril 2015. Cette demande du Premier ministre porte sur l'examen et les conditions de la mise en œuvre du séquençage à grand débit, à grande échelle, avec pour objectif d'améliorer le diagnostic et les soins d'une large fraction des patients, et ceci sur l'ensemble du territoire et donc en dehors de centres spécialisés, de centres de recherche. Le déploiement de l'outil de séquençage à très haut débit, c'est un enjeu de santé publique majeur. On a vu déjà les questions que cela soulevait. Ça garantit évidemment le développement de la médecine personnalisée, qui est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Ça ouvre également des opportunités importantes en termes de valorisation industrielle et économique. Et c'est l'ensemble de ces aspects que nous devons prendre en compte dans nos réflexions. Les premières recommandations que nous ferons dans les premières semaines du mois de janvier sont encore l'objet d'une réflexion collective. Rien n'est arrêté et ce que je vais décrire ici, ce sont des orientations qui n'ont évidemment pas été encore validées sur le plan politique. Je souhaite tout d'abord replacer cette mission dans son contexte et d'essayer d'identifier, et vous allez le voir et on les connaît, les obstacles politiques, réglementaires et aussi d'organisation auxquels nous aurons à répondre. Si l'on commence par les enjeux et le concept que l'on a mis en place dès la réception de la lettre du Premier ministre pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être cette médecine génomique. Autour de la médecine génomique et personnalisée doit se mettre en place un véritable écosystème qui va du patient au chercheur, en passant par le clinicien, la plateforme technologique. Et ce que je voudrais, c'est essayer de rappeler, et certaines des questions que je viens d'assister le montrent, rappeler ce qu'il implique pour chacun des acteurs. Si on se met du côté du patient, il existe dans le grand public une connaissance de plus en plus large de ces questions, avec même l'accès, vous l'avez évoqué, à des offres commerciales de tests de génotypage. Le patient a besoin de bien comprendre les risques, les bénéfices. Il se pose aussi la question du consentement de ce patient pour un traitement personnalisé, mais aussi pour le partage des informations que l'on tirera des données issues de ce patient pour l'ensemble des autres patients. Et il faut noter que les patients et leurs associations sont très proactifs, et on l'a vu dans la réflexion sur la mission médecine génomique. Ils sont disposés à accélérer la mise en place de ce mouvement, de cette médecine personnalisée, et ils ont été, pour certaines, évidemment les maladies rares ou le cancer, très très actifs dans les réflexions que nous avons menées. Si l'on voit maintenant le côté du clinicien, ce que va changer dans la pratique de la médecine tous les jours, au jour le jour. Le clinicien est confronté à des approches techniques. Est-ce qu'il a accès à ces techniques? Et aussi, et ça va être l'enjeu majeur, à des défis d'interprétation. Comment analyser les variants et comment aussi donner cette information sur les variants. Donc l'enjeu majeur, et celui que nous n'avons pas encore rempli, va être celui des algorithmes d'interprétation. Il va falloir croiser les données génétiques avec les informations du contexte de soins propres aux patients et les grandes bases de données numériques, électroniques. Et tout ça est un enjeu décisif qui pose des questions de sécurité et des questions éthiques. Et l'aide à la décision clinique issue de ces données doit être aussi assistée de plus en plus. Et donc le médecin ne sera plus seul avec un résultat biologique qui lui est rendu pour réfléchir et décider à quelle part d'information et que veut dire l'information qu'il doit délivrer. Si l'on regarde maintenant sur le plan de l'organisation des plateformes et du laboratoire, la phase technologique est évidemment au cœur du processus. Les technologies de séquençage, de stockage, de gestion des données génétiques massives, c'est le nœud de l'écosystème. Avec le problème des données non structurées et le problème que nous avons à résoudre de l'absence d'interopérabilité entre l'ensemble des bases de données médico-économiques et biologiques que nous aurons dans le pays. Sur le plan de la recherche maintenant, vue du chercheur, jamais le chercheur n'a été dans une telle position pour influencer directement le soin. Et on est de plus en plus dans une logique de flux et d'un continuum translationnel, et la distinction entre la recherche fondamentale, le laboratoire, la recherche clinique et la recherche appliquée est complètement estompée lorsque l'on parle de médecine personnalisée. Donc l'apprentissage continu et le dialogue incessant entre les médecins et les chercheurs et l'organisation autour de ces deux acteurs va devenir un impératif
pour que les nouvelles connaissances puissent irriguer régulièrement les nouveaux cas cliniques, l'information des patients et les outils d'interprétation. Donc l'écosystème que nous avons à mettre en place si nous voulons répondre au Premier ministre est donc un écosystème qui doit être intégratif, évolutif, adaptatif. Les données prochaines, nous ne les connaissons pas. Et cette notion de système, elle est importante, faute de quoi nous aurons des blocages et nous aurons des retards. Donc j'en viens maintenant aux questions à résoudre en dehors de ce contexte. Tout d'abord, clairement, il existe un besoin de compréhension politique au niveau des décideurs. Nous avons à convaincre de l'apport du séquençage à haut débit et de la médecine personnalisée. On en parle régulièrement, il y a un certain nombre de domaines qui ont fait des avancées, mais il faut absolument convaincre de l'importance de la mise en place pour l'ensemble et l'accès à tous de la médecine personnalisée. Et malgré l'excellent rapport, il y a les rapports d'Alain Claes à l'OPEX, d'excellents documents aujourd'hui, on voit qu'il y a une difficulté pour convaincre les politiques. Et la lettre, évidemment, du Premier ministre montre une prise de conscience au plus haut niveau de la nécessité de répondre à ces questions. Les bénéfices, par exemple, en termes de panels, de gènes ou d'exomes à moyen débit en matière de diagnostic sont aujourd'hui bien démontrés dans le domaine du cancer. Le bénéfice du séquençage à haut débit est considérable. Pour chaque patient dans le domaine du cancer, il offre la possibilité de considérer des marqueurs nosologiques, pronostiques, théranostiques, permettant d'optimiser les traitements et évidemment aussi d'éviter éventuellement des traitements qui pourraient avoir des effets secondaires ou qui ne seraient pas totalement adaptés. Et le plan Cancer 3 fixe un objectif très ambitieux de séquencer 60 000 tumeurs en 2019, un objectif qui ne pourrait être atteint que si on le rentre dans le cadre et on met en place l'organisation de la médecine génomique et de cette mission. Pour les maladies communes, la question est beaucoup plus compliquée. L'implication de l'identification de variants rares dans la survenue de certaines maladies est démontrée au niveau de la recherche, mais n'est pas passée encore, évidemment, dans le soin courant. Et les personnes à risque augmenté génétiquement ou avec des facteurs de prédisposition, tout cela n'est pas encore passé dans la pratique courante et nous n'avons pas mis en place le cadre dans lequel nous pouvons ou pas accélérer ou mettre en place ce type de diagnostic dans la maladie courante. Donc les défis restent très importants à relever pour l'ensemble des pathologies et ceci surtout va nécessiter des moyens conséquents. On pense en particulier à l'analyse statistique des variations, leur fréquence, les groupes de population et on voit bien que si on passe dans le domaine des maladies cardiovasculaires ou psychiatriques, on va évidemment passer à un autre niveau d'échelle que le cancer. Donc, si les gains sont réels dans certains domaines, en résumé, il reste un certain scepticisme et certaines mises en garde sur la médecine personnalisée qui se sont fait tout à fait révéler dans certaines publications récentes qui le posent en question. Et notamment, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous n'avons pas répondu à ces points qui sont encore à débattre. Le premier, c'est est-ce que les données génétiques que nous allons obtenir modifient significativement le risque ou pas et l'interprétation permet éventuellement d'avoir un bénéfice ajouté à la prise en charge du malade et comment évalue-t-on le service qui sera rendu par la mise en place de la médecine personnalisée. Les données électroniques, numériques, les problèmes éthiques et réglementaires ainsi que techniques, comment gère-t-on ces données massives que nous allons monter en puissance dans les années qui viennent, qui sont disséminées mais aussi privées. L'organisation des essais cliniques est complètement à repenser. Faut-il généraliser des essais adaptatifs et redéfinir les règles d'interprétation de ces essais sur la base de ces données? Le coût des traitements est élevé et comment intègre-t-on la médecine personnalisée dans notre système de santé publique? Et enfin, la question du financement devient très vite problématique puisque nous sommes bel et bien face à un défi évidemment qui va être immense si nous intégrons les maladies communes et surtout si nous étendons ces données-là à les différents omics que l'on génère de plus en plus pour la caractérisation de ces maladies. Et donc, comment mobilise-t-on un financement adapté à la dimension de l'enjeu? Je crois qu'on ne peut pas contourner ces questions car elles concernent toute la communauté, évidemment, des chercheurs, des cliniciens, mais aussi les acteurs institutionnels. Et ces institutions ont compris la nécessité, et c'est désormais à les sommets des gouvernements, donc, quand on regarde ce qui se passe au niveau international, qui pose l'urgence de ne pas rater le tournant de la médecine génomique. Et en fait, chez nous, on se rend compte très vite que l'organisation du système clinique doit être totalement repensée
pour intégrer l'innovation venant de la recherche et de la technologie qui va irriguer le soin si on se met à un horizon de 4 à 5 ans. Notre système de validation, d'évaluation, d'accréditation, de mise en place des recommandations n'est absolument plus adapté à ces données qui vont arriver de la recherche. Et sans une bonne intégration du système, nous risquons des retards et évidemment aussi des pertes de chances industrielles. Lorsque l'on regarde ce qui s'est fait au niveau du benchmark international, aux États-Unis, le plan Précision Médecine Initiative de Barack Obama, avec 1 million de personnes intégrées pour preuve de concept. Au Royaume-Uni, au niveau de David Cameron, du Premier ministre, en 2012, la Précision Médecine Initiative Catapult, avec 1 milliard de livres qui ont été délivrés dans les 5 dernières années. Donc il est important de prendre aussi en compte le retard de la France depuis 2009 par rapport à ces pays et qu'aujourd'hui, on évalue notre capacité de séquençage exome-génome à environ 10 000 par an. Or, dans les 4-5 ans, si l'on met en place les prospectives, on voit qu'il faudra monter d'un facteur 10. Donc la taille ne fait pas tout de ces pays, puisque certains pays en Europe, l'Estonie ou la Slovénie, ont déjà intégré la médecine génomique dans leur parcours de soins. Donc dans ce contexte de compétition internationale, où ces services de toute manière se développeront, si ça n'est pas dans le public, ça sera dans des offres privées, si rien n'est fait à court et moyen terme, les patients risquent d'aller dans d'autres pays ou aller chercher ce service ailleurs, avec des risques évidemment éthiques, de fuite non contrôlée, d'intérêt médical scientifique, et puis de non-respect simplement de notre modèle de soins et de prise en charge des patients. Par ailleurs, il va être important d'éviter que la France perde une opportunité unique de développer une filière industrielle de haute valeur stratégique et économique, avec aussi un risque à terme de dépendance technologique, ces technologies de séquençage, mais aussi d'interprétation et de données et des algorithmes et des normes qui viendront d'ailleurs. Donc, rapidement, nous avons un certain nombre d'atouts, et c'est ce que je crois a convaincu évidemment les autorités et le Premier ministre pour que nous puissions être tout à fait capables de mettre en place, au niveau du diagnostic et du soin, un système de médecine personnalisée. D'abord, on a un système de soins qui est structuré, de grande qualité, avec des cohortes de patients très bien phénotypés, une forte intégration de la recherche avec le soin, c'est l'organisation de notre système de soins, des réseaux, des structures spécialisées de mise en place, une grande expérience dans la mise en place de plans santé coordonnés, que ce soit le plan cancer ou que ce soit la prise en charge d'un certain nombre de pathologies, des expérimentations sur les données des dossiers dématérialisés, et puis un tissu industriel, si on n'est pas dans la technologie du séquençage, mais dans tout ce qui est le numérique, les logiciels ou l'interprétation de très haut niveau. Et évidemment, la recherche compétitive au niveau international. Donc j'en arrive maintenant aux premières orientations sur les propositions que l'on pourrait faire. Tout d'abord, nous avons choisi une méthode de travail depuis le mois d'avril inclusive, large, partenariale, impliquant d'emblée dès l'amont les directions d'administration centrale des ministères, les acteurs de la recherche, les acteurs de la santé et les industriels. Donc assez large avec l'ensemble des acteurs. Un comité de pilotage où on reconnaît l'ensemble de ces directions ministérielles. Il est important que les ministères en charge s'approprient ces questions-là et aussi participent à l'identification des solutions avec la CNAM, avec l'HAS, avec le CGI pour les réflexions sur les financements à long terme, avec évidemment les industriels de la santé, mais aussi des modèles économiques, l'école d'économie de Toulouse par exemple, pour la construction de modèles économiques. De nombreux groupes de travail se sont mis en place et je veux vraiment remercier Pierre Tambourin, Thierry Frébourg, Anne Cambon, Franck Le Timonier, François Sigaud pour le travail, Hélène Dolphus pour le travail qu'ils ont fait de coordination de ces groupes et leur engagement. Et plusieurs conclusions ont émergé de ces travaux concernant l'intérêt du séquençage, les bénéfices économiques attendus, les enjeux industriels, mais aussi la transformation réglementaire et aussi de la recherche clinique. Je crois que la proposition la plus structurante va être de proposer un plan pluriannuel plutôt que des recommandations comme cela a été demandé initialement, avec la prise en compte de ces enjeux organisationnels, budgétaires, réglementaires et éthiques. Ce plan va être transformant et d'envergure, et donc il va se mettre en place en 2 étapes sur 10 ans, et nous avons évalué qu'il fallait 10 ans pour mettre en place sur l'ensemble du territoire, mais surtout
pour intégrer de manière continue l'ensemble des données qui viendront de la recherche et qui devront être un accès possible à l'ensemble des patients sur le territoire. Ce plan aura une première étape à l'horizon 2020 qui vise à mettre en œuvre l'ensemble des outils de la chaîne avec la prise en charge d'un volume important de patients maladies rares et cancers, mais de démarrer d'emblée dans le domaine des maladies communes les essais de preuve de concept. Cette étape doit permettre de mettre en place le processus réglementaire et donc de prouver le concept que l'intégration et le passage de la recherche aux soins va être faisable, donc d'identifier les verrous, permettre la validation et réfléchir au modèle de remboursement des actes qui seront inscrits dans le parcours de soins. La deuxième étape à l'horizon 2026, c'est une montée en puissance progressive, en particulier dans le domaine des maladies communes, permettant de couvrir l'essentiel des maladies et des malades concernés sur notre territoire. Et de manière parallèle à cela, la réflexion sur la filière industrielle, qui est une demande spécifique du Premier ministre, qui est suscitée par le plan et qui permettra de développer les modèles économiques, technologiques nécessaires pour répondre aux besoins et, grâce à la dynamique créée, on l'espère, créera des gains et aussi un effet levier. Donc, dans un environnement international très compétitif, ce développement de cette médecine génomique rendra nécessaire un effort national majeur. L'analyse du contexte international a permis de montrer de toute manière dans les autres pays qu'un tel but ne pouvait être atteint que grâce à une mobilisation très forte au niveau de l'État. Ce sont toujours des initiatives au niveau de l'État et au plus haut niveau qui ont été mises en place dans les modèles internationaux. Donc le niveau d'investissement en termes d'infrastructures et d'équipements à développer sur le territoire ne peut être garanti qu'à ce niveau-là. Cet engagement, grâce à son effet levier, conditionne une mobilisation optimale des acteurs du secteur privé concernés. Il s'agira des acteurs industriels habituels, de la technologie, pharma, mais aussi de nouveaux domaines, évidemment, du numérique. Donc l'intégration des outils de cette médecine personnalisée dans le parcours de soins et les conditions de sa pérennité sont essentielles, et donc l'intervention et l'implication dès le début des acteurs comme l'HAS ou la CNAM est absolument évidente et fondamentale. Donc les mesures programmatiques peuvent être envisagées et déployées de manière cohérente dans les années qui viennent, d'ici 2020. Elles sont en débat, mais je citerai les grands axes qui définissent d'ailleurs le modèle, qui va être un modèle hybride, mixte, recherche-soins, comme cela a été le cas dans beaucoup des pays que j'ai cités. Tout d'abord, la création d'un réseau de plateformes de séquençage très haut débit au niveau directement des sites de prise en charge des malades. On est directement dans le diagnostic. La création d'un centre de calcul intensif à vocation nationale relié à ces plateformes de séquençage pour gérer, analyser et stocker. Et donc un centre centralisé de collection des données, avec évidemment tous les problèmes technologiques et de sécurité que nous devons résoudre. La création d'un dossier électronique de patients standardisé interopérable. D'ici 5 ans, il est évident qu'il faudra mettre en place, pour au moins certaines pathologies, le fait que le dossier électronique puisse intégrer l'ensemble des données des patients. La production collective d'un cadre réglementaire rénové sur les aspects éthiques de la collecte, la conservation et le traitement des données cliniques et génomiques. Et puis, la création d'une filière de formation multi-interdisciplinaire de santé génomique et digitale. Il est absolument évident que nous manquons des métiers qui seront les métiers de demain et déjà d'aujourd'hui, tant de l'interprétation que de l'accompagnement du diagnostic, de la médecine génomique dans nos formations et dans nos universités et nos hôpitaux. Donc de ces mesures ambitieuses, l'ensemble du groupe a jugé qu'elles étaient urgentes. C'est la proposition de ce plan national d'envergure, nécessaire non seulement au point de vue de la recherche et de la place de la compétition de la France, mais aussi pour répondre aux enjeux de santé publique et ne pas perdre de retard, non pas uniquement industriel, ce qui est déjà important, mais surtout dans l'accès aux soins et des traitements du futur pour les patients de nos territoires. Je vous remercie.